Alors, Madame la secrétaire générale, Mesdames et Messieurs les ministres ambassadeurs, Monsieur le recteur et surtout, chers amis, le 17 octobre 1989, l'IFRI célébrait son 10e anniversaire dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne où nous sommes réunis 30 ans après. L'année 1989 est la plus importante du second XXe siècle, plus importante même pour le changement du monde que le 11 septembre 2001, qui en fut une conséquence indirecte. En avril 1989, la répression des manifestations de la place Tiananmen à Pékin avait mis un terme aux années folles consécutives à la chute de la bande des Quatre et à l'illusion entretenue par les idéologues occidentaux qui croyaient à la génération spontanée de ce qui ne s'appelait pas encore la démocratie libérale. Pour autant, la répression de Tiananmen n'a pas interrompu la montée de la Chine et en France, on se rappela la fameuse formule prêtée par Alain Perfit à Napoléon « Quand la Chine s'éveillera, le monde tremblera ». J'indique au passage que, selon Jean Tullard, aucun spécialiste de l'empereur n'a jamais trouvé trace d'une telle sentence, qui n'en est pas moins juste. S'il me fallait cependant retenir qu'un seul jour en 1989, il serait facile de s'accorder sur le 9 novembre, celui de l'ouverture du mur de Berlin, début symbolique d'une séquence dont l'achèvement viendra en décembre 1991 avec la chute de l'Union soviétique. Synthétiquement, la fin du système communiste soviétique fut l'expression de deux tendances lourdes. D'abord, la chute du dernier empire au XXe siècle, après celle des empires ottomans et austro-hongrois au lendemain de la Première Guerre mondiale, et celle beaucoup plus lente des empires coloniaux européens après la Seconde. À la différence des autres, la chute de l'Empire russe fut soudaine et, dans un premier temps, étonnamment paisible. Mais il fallait être dépourvu de conscience historique pour imaginer qu'un tel effondrement n'aurait pas de conséquences multiples, différées pendant des décennies. La seconde tendance lourde est l'accélération de la révolution des technologies de l'information, cause la plus fondamentale de la disparition de l'URSS, mais aussi du déploiement de la mondialisation. Pour les Occidentaux, la question s'est alors posée, après la chute de l'URSS, de l'avenir des institutions euro-atlantiques. Dans cette expression, les tenants de l'idéologie atlantiste prennent comme un tout deux constructions complémentaires. D'une part, le traité de l'Atlantique Nord, qui avait tout juste 40 ans au moment des faits, et son organisation, c'est-à-dire l'OTAN. D'autre part, la communauté économique européenne, alors âgée de 33 ans. Les deux étaient complémentaires, mais distinctes en raison de l'échec de la communauté européenne de défense en 1954 et beaucoup plus profondément en raison du rapport de force avec les États-Unis. Maintenir clairement la distinction entre les deux fut l'un des piliers de la politique du général de Gaulle. La réponse au choc de 1989 n'était nullement évidente, car, d'une part, on n'a jamais vu une alliance survivre longtemps à la disparition des causes qui en étaient à l'origine, en l'occurrence l'URSS et son objectif d'imposer le communisme au reste du monde. Tous les analystes avaient d'ailleurs souligné que la longévité de l'Alliance atlantique tout au long de la guerre froide était remarquable, étant donné la volatilité de l'opinion publique américaine qui, l'expérience n'a cessé de le montrer, se lasse facilement des engagements extérieurs. D'autre part, la progression de la CE, la Communauté économique européenne, s'était faite selon le principe de la succession de phases d'approfondissement et d'élargissement. Or, en 1990, on faisait face à la perspective d'un élargissement massif et simultané à des pays fort hétérogènes en raison de l'histoire du demi-siècle précédent. Dans quel contexte les choix ont-ils été effectués? D'abord, le brouillage lié à l'invasion du Koweït par Saddam Hussein, 2 août 1990, et l'opération Desert Storm
déclenchée en janvier 1991. Cette affaire marque le point de départ de l'expansion de l'islamisme politique et de son volet terroriste. Ensuite, la montée de l'idéologie de la fin de l'histoire ou de la mondialisation heureuse, avec ce que j'appelle l'équation de Fukuyama comme une équation chimique, démocratie libérale plus économie de marché entraîne paix plus prospérité. C'est au nom de cette idéologie, car c'est une idéologie, c'est au nom de cette idéologie qu'en réponse au 11 septembre 2001, George W. Bush, en violation du droit international, lancera l'opération du Greater Middle East et renversera Saddam Hussein en mars 2003. Plus généralement, s'est installée l'idéologie du renversement des régimes autoritaires jugés contraires aux intérêts américains. Ceci au nom d'un succès supposé assuré d'une solution démocratique de remplacement. Comment, et j'ose le faire, comment ne pas faire un parallèle entre le néoconservatisme américain et la défunte Union soviétique? Il est étonnant que cette idéologie ait fini par percoler dans la diplomatie française, alors même que la France n'en a jamais assimilé les aspects économiques. En tout cas, il ne reste plus grand-chose aujourd'hui de la tradition gaulliste ou, comme disent certains, gaulo-mitterrandienne. Bruno Le Maire nous donne quelque espoir. C'est en vertu de la même idéologie néoconservatrice qu'on traita la Russie, exsangue dans les années 1990, au mépris de ce que je n'hésite pas, malgré Paul Valéry, à appeler les leçons de l'histoire. Les choix effectués furent essentiellement ceux des États-Unis et se résument ainsi. Premièrement, extension à marche forcée vers l'Est des institutions euro-atlantiques, c'est-à-dire la communauté devenue Union européenne en 1992 avec le traité de Maastricht et l'OTAN, l'organisation de l'Alliance. Au sommet de l'OTAN de Bucarest en 2008, on affichait encore la vocation de l'organisation à s'étendre à l'Ukraine et à la Géorgie. À l'époque, les États-Unis faisaient pression pour accélérer l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. Depuis, les choses ont bien changé à cet égard. Parallèlement, la Russie, ayant recouvré quelques forces, se cabrait de plus en plus devant ce qu'elle ressentait désormais comme une menace et devenait l'ennemi dont l'OTAN avait besoin pour survivre. Deuxièmement, faute de respecter le principe de l'équilibre entre des phases d'élargissement puis d'approfondissement, l'Union européenne devenait de plus en plus hétérogène et donc fragile. Pendant ce temps, la Chine a profité des conditions qui lui étaient favorables pour, premièrement, se faire admettre à bon compte dans l'OMC, comme si l'économie chinoise était devenue une vraie économie de marché avec des entreprises pour la plupart indépendantes de l'État. Deuxièmement, se lancer dans une grande stratégie de pénétration sur les 5 continents et finalement avec le projet One Belt, One Road. Troisièmement, développer rapidement tous les attributs technologiques et militaires de la puissance. Où en sommes-nous aujourd'hui? La meilleure façon, à mes yeux, de décrire la situation est de la présenter comme la coexistence de 2 poussées impériales, qui ne sont pas exactement les mêmes que Bruno Le Maire, qui compare l'Union européenne à un empire, mais un empire sans empereur. Là, il y a des empereurs. D'abord, la poussée impériale des États-Unis. Au siècle dernier, Raymond Aron parlait déjà des États-Unis comme d'une puissance impériale. Les États-Unis se servent à la fois des institutions euro-atlantiques et de leur influence individuelle sur les pays membres pour agiter l'épouvantail russe. Donald Trump lui-même n'y résiste pas. Un discours récent du vice-président Pence montre qu'à ses yeux, l'OTAN est devenue une sorte de fourre-tout pour étendre le leadership américain. Seconde poussée impériale, celle de la Chine, qui, en tout cas pour le moment, peut utiliser ses capacités financières en vue d'attirer les pays éloignés de la tradition démocratique, y compris la Russie, ou qui sont tentés par la démocratie illibérale, souvent plus efficace que la démocratie libérale. L'Union européenne, mesdames et messieurs,
l'Union européenne est devenue l'un des principaux théâtres d'opérations pour la concurrence entre les deux empires, dont les maillons faibles sont aujourd'hui aussi divers que la Pologne et l'Italie. Sur un plan général, dans l'avenir prévisible, la compétition entre les États-Unis et la Chine a peu de chances de déboucher directement sur un affrontement militaire majeur, pour autant que la gouvernance économique mondiale ne dérape pas, comme on peut cependant le craindre de plus en plus depuis la crise financière de 2007-2008. Sur ce plan, Donald Trump joue avec le feu à travers la politisation agressive de l'économie et le recours systématique aux sanctions afin de mettre à genoux ses alliés comme ses adversaires. Tout ceci explique le choix pour la conférence du 40e anniversaire de l'IFRI du thème « L'avenir de l'Europe face à la compétition sino-américaine ». Je me limiterai ici à quelques brèves remarques touchant exclusivement à la sécurité, au-delà des questions importantes, des questions aussi importantes que l'immigration, les réfugiés ou la viabilité de l'euro. La difficulté la plus fondamentale est que l'Union européenne est loin de constituer une unité politique. L'idéologie de ses pères fondateurs avait produit au moins un vernis identitaire qui a duré jusqu'à la chute du mur de Berlin. Cette idéologie n'a pas résisté à la suite des événements. Or, sans identité, aucune politique étrangère et de sécurité commune n'est possible. Cela est déjà vrai pour un État constitué. Deuxième remarque, le Brexit fait ressortir que la special relationship entre la Grande-Bretagne et les États-Unis reste une réalité historique durable, pas forcément compatible avec le concept français traditionnel de défense européenne. Il faut noter aussi que des pays d'Europe du Nord, comme la Suède, sont de ce point de vue beaucoup plus proches de la vision atlantiste que la France ou même l'Allemagne. Charles XII n'est jamais très loin. Troisième remarque, quelques signes montrent par ailleurs que l'Allemagne est tentée par un rapprochement, certes extrêmement prudent, avec la Russie, et l'on peut espérer que la France elle-même redécouvrira un jour les vertus du gaullisme, j'y ai déjà fait allusion. Quatrièmement, les pays membres de l'Union européenne ne sont pas davantage au clair sur leurs relations avec la Chine, même s'ils ont fini, on l'a vu encore ce matin, par prendre conscience des dangers d'une ouverture insuffisamment réfléchie aux investissements directs de l'Empire du Milieu. Ils ne le sont pas non plus sur leurs intérêts communs en Afrique ou sur le Moyen-Orient, c'est-à-dire sur leur flanc sud. À court terme, la survie de l'Union européenne comme une unité politique potentielle, autonome et dépourvue, elle, de toute ambition impériale, au sens classique du terme, pas au sens lemérien du terme, suppose des replâtrages que chacun connaît. Pour aller plus loin, je suis convaincu de la nécessité d'une mise à plat, non seulement des pensées, mais des arrière-pensées de ses membres sur les grands sujets de la géopolitique et de la géoéconomie. Seul un travail quasi psychanalytique de ce genre pourrait permettre d'identifier des ébauches de solutions qui ne soient pas seulement des cautères sur une jambe de bois. Une telle opération n'a jamais été menée, et ce pourrait être un bel objectif pour ceux des principaux think tanks de l'Union européenne qui se consacrent aux relations internationales. Je conclurai par quelques mots sur l'IFRI. Nous sommes légitimement fiers d'avoir été placés 2 années consécutives au 2e rang des think tanks les plus influents du monde, selon le seul classement international qui existe dans ce domaine. 4 décennies d'expérience nous autorisent à inscrire nos ambitions dans la durée, comme nos grands aînés britanniques, Chatham House, dont le directeur est ici présent, ou américain, le Council on Foreign Relations. Tout à l'heure, nous allons d'ailleurs avoir une
table ronde. Nous aurons la présence pendant cette journée du directeur de Chatham House, je viens d'en parler, et également du président de la Brookings Institution, qui est classée première institution mondiale dans ce domaine. Donc, nous autorisons maintenant à inscrire nos ambitions dans la durée, comme eux, qui fêtent Chatham House, le Council on Foreign Relations, qui fête prochainement leur centenaire. J'ai 40 ans, mon cher Robin, tu en as 100. Mais les think tanks, comme toutes les institutions, sont des sortes de roseaux qui peuvent fixer provisoirement des terrains mouvants, mais ne sauraient parvenir à eux seuls à empêcher les effondrements. À la fin de 1989, j'étais convaincu que le monde entrait dans une phase dangereuse, avec certes des perspectives exaltantes, mais aussi un risque de chaos. Dans les sociétés humaines comme dans le monde physique, le chaos est un passage vers un ordre nouveau, imprévisible ex ante. Et la phase de transition peut être fort douloureuse. Un think tank comme le nôtre, doté d'une belle équipe de chercheurs à temps plein, a pour mission d'éclairer les décideurs et le public dans ces domaines de compétences. Nous ne sommes pas un groupe de pression ouvert ou caché. Nous sommes attachés à l'intérêt général. Nous rejetons les idéologies autant qu'il est possible. Nous regardons la réalité en face. Nous ne cherchons pas à jouer aux oracles. Nos travaux sont de l'ordre du savoir et de la raison, non de la divination. Qu'il me soit tout de même permis de tirer la sonnette d'alarme. L'Union européenne me paraît menacée de dépérissement. Et si elle ne parvenait pas à inverser la pente, c'est le monde tout entier qui en subirait les conséquences désastreuses. Je vous remercie.